Et salut! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je ne reviens pas seule, puisque à l'occasion de la sortie du tome 2 de L'Âge d'Or de Cyril Pedrosa et Roxane Morel chez Dupuis, j'ai eu la grande chance de pouvoir accueillir chez moi Cyril Pedrosa pour qu'il déjà réponde à mes questions, mais aussi qu'il vous donne quelques petits conseils dessin. Bref, aujourd'hui je vous propose un cours privé donné par Cyril Pedrosa, et bien sûr de découvrir ou redécouvrir L'Âge d'Or, qui, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, a été un énorme coup de cœur pour moi. Et alors le tome 2, n'en parlons pas. Bref, je vous laisse tout de suite avec Cyril Pedrosa, mais avant, je tiens aussi à vous dire que, vous vous en doutez, quand je fais ce genre de collaboration, j'aime bien vous gâter. Et donc, je vous donne rendez-vous sur Instagram pour remporter les dédicaces que vous allez découvrir juste après, et donc avoir la chance de remporter le tome 1 et le tome 2 de L'Âge d'Or dédicacé. Allez, je vous laisse avec Cyril. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bonjour, je m'appelle Cyril Pedrosa. Eh ben moi j'ai commencé à travailler dans le dessin animé, c'est le métier que j'ai appris, travailler dans l'animation. En fait, c'était à une époque où Disney avait un studio à Paris, et du coup je me suis retrouvé à travailler sur Le Bossu de Notre-Dame et Hercule. Et à ce moment-là j'ai rencontré un scénariste de bande dessinée qui s'appelle David Chauvel, et avec qui j'ai commencé à faire mes premiers livres, qui s'appelait Ring Circus. J'ai toujours eu envie de faire de la bande dessinée, mais je savais vraiment pas du tout par quel moyen m'y prendre, et c'est vraiment la rencontre avec David qui m'a permis de me lancer vraiment dans ce travail-là. Sachant qu'après cette expérience dans le dessin animé, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidé. J'ai appris beaucoup de choses en animant et en travaillant avec des dessinateurs, parce que c'est un travail d'équipe, l'animation évidemment, c'est très différent de la bande dessinée de ce point de vue-là. Mais je pense que c'est ce qui a été le plus formateur. Et puis après avoir pendant pas mal d'années travaillé avec David, j'ai commencé à avoir envie d'écrire des histoires. En fait, j'en avais très envie depuis longtemps, mais je me sentais pas forcément légitime pour le faire. Enfin voilà, je pense que tout le monde se pose ce genre de questions. Est-ce que j'ai le droit de? Est-ce que je suis capable? Donc ça m'a pris un petit moment pour réussir à me donner des autorisations. Et puis petit à petit, j'ai réussi à le faire. J'ai fait un premier bouquin, et puis un autre, et puis voilà, ça s'est construit comme ça au fil du temps. C'est chaud. L'Âge d'Or, c'est l'histoire d'une princesse qui s'appelle Tilda, qui doit monter sur le trône et qui est évincée du pouvoir au profit de son frère. Et l'histoire de L'Âge d'Or en deux parties raconte à la fois sa conquête du pouvoir, la découverte d'elle-même, et comment son destin est lié à tout un peuple et à un récit mythique qui s'appelle L'Âge d'Or, un récit mythique qui est un livre et qui a un pouvoir très puissant, qui est sans doute même en capacité de changer l'ordre du monde, quelque chose comme ça. Voilà. Pour chaque livre, c'est toujours une question particulière de savoir quelle va être la forme juste pour raconter une histoire. J'ai écrit L'Âge d'Or avec Roxane Morel, on était à deux pour écrire ce récit, puis à un moment donné il a fallu se poser ensuite, une fois que tout était écrit, la question du dessin. J'ai eu un peu de mal à trouver la bonne direction, parce que j'avais pas envie de refaire la même chose que dans les livres précédents, j'avais plutôt envie d'essayer de trouver un style de dessin, une esthétique qui permette vraiment de donner le plus de force au récit. Et j'ai cherché pendant un bon moment. Roxane m'a beaucoup poussé et encouragé à aller chercher des références dans l'imagerie médiévale, on va dire, c'est-à-dire plutôt du côté des vitraux, des tapisseries, des enluminures, des choses comme ça, pour essayer de trouver des références graphiques qui évoquent plus la féerie, une espèce de magnificence comme ça. On voulait que ce soit très flamboyant, très luxuriant visuellement. Pour arriver à ça, donc ça c'était les influences, et c'était important de trouver un angle graphique, un angle esthétique. Et puis ensuite techniquement, j'ai travaillé un peu différemment d'habitude, c'est-à-dire que je travaille en technique traditionnelle, à l'encre, donc les planches de bande dessinée étaient dessinées de cette manière-là, mais ensuite je numérisais les planches. Et j'arrive pas à parler et à dessiner en même temps, c'est vraiment un problème de garçon ça. Et ensuite, une fois que les planches étaient numérisées, le trait noir et blanc était transformé en couleur. Et ce qui fait que ça a amené une technique particulière de colorisation. Je mettais beaucoup de traits, beaucoup de détails dessinés à l'encre. Il y a beaucoup de noir, elles sont pas toujours faciles à lire les planches en noir et blanc. C'est parce qu'en fait chaque trait va être de la couleur, et du coup je dessine en pensant à la matière dont je vais avoir besoin pour créer des harmonies colorées, des choses comme ça. Ce qui fait qu'après, quand on voit le livre terminé, quand on l'a dans les mains, par exemple, il n'y a pas de trait noir du tout. Tout est couleur, avec cette idée de te retrouver avec quelque chose qui évoque un peu la broderie comme ça, c'est-à-dire des traits argentés ou très colorés sur des tissus très foncés. À l'ancienne, c'est-à-dire aller dans les bibliothèques, emprunter des livres,
aller dans les musées aussi un peu pour essayer de revoir les œuvres originales. On est allé au musée de Cluny avec Roxane, et puis elle m'a mis dans les mains des livres aussi, des auteurs. J'avais un gros bouquin de tableaux de Bruegel, alors c'est pas Moyen-Âge, hein, c'est plutôt la Renaissance flamande, mais qui m'a beaucoup inspiré. Enfin, j'ai beaucoup utilisé. Bruegel, c'est dans une période de transition dans l'esthétique, c'est-à-dire qu'il y a déjà la perspective, etc. Mais il y a encore quelque chose qui est très. Enfin, je peux pas parler en historien de l'art, hein, j'ai pas cette culture-là, mais en tout cas, je le perçois comme des peintures qui contiennent encore tout un héritage du passé médiéval. Une des particularités de Bruegel, c'est qu'il y a beaucoup de sujets très quotidiens. Il y a beaucoup de scènes de vie, des scènes de mariage, des scènes de fête, des scènes de travail à la campagne, dans les champs, où chaque personnage est incarné, il a un visage particulier, il raconte. Donc c'est très narratif comme peinture, au-delà du fait que c'est très beau. Et du coup, ça m'a un peu influencé dans la manière de représenter des espaces. Il y a un tableau, par exemple, dont j'ai oublié le titre, qui raconte en fait une armée qui passe le col d'une montagne. Et en fait, quand on voit le tableau, c'est quelque chose que j'ai utilisé d'ailleurs dans le livre, on comprend le déplacement fait. On a le sentiment qu'on a vu les personnages se déplacer à travers la montagne, et en fait ils partent de très loin dans la vallée, et on voit l'armée comme ça qui remonte dans la vallée jusqu'à arriver au premier plan du tableau à droite, où là on a les personnages au premier plan sur leurs chevaux, et du coup on a une véritable sensation de mouvement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé par exemple dans la narration. Le fait de déplacer un personnage dans un même décor, ça vient vraiment de l'influence de ces tableaux-là. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets à l'intérieur du livre. Enfin, il y a d'abord un récit d'aventure au premier degré, vraiment. On a essayé avec Roxane de raconter une histoire qui soit divertissante, où il y a des rebondissements, de la magie, du mystère, des tas de choses comme ça, mais avec tout le temps un sous-texte qui est plus politique, effectivement, qui parle d'utopie. Enfin, c'est-à-dire, le sujet en fait, qui nous a motivés quand on a commencé à travailler sur l'âge d'or avec Roxane. Enfin, on se posait la question, on se disait, mais comment on peut parler aujourd'hui d'espérer un monde meilleur en faisant en sorte que ce soit audible, sans être tout de suite renvoyé à quelque chose de soit vous êtes des gentils naïfs, soit tout ça est impossible, le monde est comme ça, on peut pas le changer. Plein de gens ont la conviction soit que le monde peut être changé, soit plein de gens souhaiteraient que le monde change, mais c'est difficile à dire dans l'époque. Et en parlant avec Roxane, je sais pas très bien comment ça s'est organisé, mais finalement on s'est rendu compte... Enfin, si, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait en tête, moi j'avais fait des dessins de princesse, et puis on s'est retrouvé un jour à discuter de dessins que je lui montrais, et à imaginer quelle était l'histoire de ce personnage. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on lui imaginait un destin et des péripéties qui rentraient complètement en résonance avec cette question de est-ce qu'on peut espérer un monde meilleur et différent. Et on sait que c'est difficile de le dire aujourd'hui, parce que aujourd'hui, en particulier dans cette période-là, le monde paraît complètement fermé, verrouillé sur lui-même et impossible à changer. Et on s'est dit, mais si on parle de gens qui ont vécu il y a 1000 ans de ça, et qu'on leur met les mêmes aspirations que les nôtres, ils voudraient que le monde soit autre, ils voudraient que le monde soit meilleur. On s'est dit, mais on sait que le lecteur va accepter cette idée, puisque le lecteur sait que le destin de ces hommes-là a changé. Le lecteur sait que l'homme et la femme du Moyen-Âge, un jour, va arrêter de vivre dans le servage, un jour va arrêter d'être soumis à un roi qui aura droit de vie et de mort sur lui. Donc il a le droit, non seulement il a le droit d'espérer ça, ce personnage, mais on a envie de l'encourager à partir à cette quête-là. Et on s'est dit, si on raconte ça au Moyen-Âge, ce sera peut-être un moyen de faire comprendre qu'on est exactement dans la même situation aujourd'hui. C'est-à-dire dans un sentiment d'enfermement, mais qui est un sentiment de fermement intérieur. En réalité, le monde, comme toujours, est une construction sur laquelle on peut agir. Et c'était un moyen de se décentrer, en fait, de déplacer le point de vue pour rendre quelque chose audible. C'est vrai que c'est ça, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du coup c'est-à-dire que parmi les nombreuses aspirations à ce que le monde soit meilleur, il y a tous les mouvements d'émancipation qui traversent le corps social en général, et le féminisme en particulier, c'est-à-dire la question de la place de la femme dans la société, du rapport entre les hommes et les femmes, comment ils se construisent, comment ils se nouent, qu'est-ce qui différencie, est-ce qu'il y a des choses qui différencient les hommes et les femmes, oui, quoi, comment, quel est le rapport de chacun au pouvoir, est-ce que objectivement les hommes ont un pouvoir sur les femmes ou pas, comment tout ça se dénoue. On essaie aussi de le mettre en œuvre dans le récit, à travers des personnages. Dans le premier volume, il y a en particulier les personnages principaux trouvent refuge dans une communauté de femmes cachées au milieu de la forêt, où là se joue et se raconte un peu parfois la tension qu'il y a entre différents mouvements d'émancipation, c'est-à-dire des gens qui vont dire non, il faut libérer les femmes maintenant de l'oppression qu'elles subissent, et d'autres, et souvent des hommes, qui disent non, il faut d'abord changer, c'est important, mais l'important c'est d'abord de changer tout le corps social, et puis à l'intérieur de ça va se résoudre la question des hommes et des femmes, et ça c'est en tension dans l'histoire politique contemporaine, mais du coup on essayait de le raconter aussi un peu dans le livre, comment parfois des gens qui aspirent même d'ailleurs au même désir se retrouvent en conflit ou en rivalité et n'arrivent pas à construire une manière commune de le fabriquer. À qui? À tout le monde. Il faut que tout le monde lise ce livre, l'achète surtout, le lise pas forcément, mais l'achète surtout.
Objectivement, je crois que c'est un des bouquins, et peut-être aussi parce qu'on l'a écrit à deux, qui est peut-être le plus partageable. C'est-à-dire que j'ai fait des livres avant qui s'adressaient peut-être à un public de lecteurs, enfin dans le sens où je suis pas sûr qu'un gamin de 12 ans qui lit certains de mes bouquins sera passionné. Alors que là, je pense que c'est vraiment un livre qui est accessible à tout le monde. Enfin, je crois qu'à peu près tout le monde peut y trouver son compte. Et je pense que, enfin j'espère en tout cas, comme on avait vraiment envie que le livre soit divertissant, c'est-à-dire qu'on voulait dire quelque chose, mais on voulait pas le dire en tapant sur la tête des gens et en les faisant fuir avec nos idées. On pense quelque chose, mais tous les auteurs pensent quelque chose. Et notre objectif, c'est pas de l'asséner aux gens, c'est d'essayer de le rendre audible. Et après, chacun en fait ce qu'il veut. Mais comme on le fait, je crois, enfin, on a essayé de le faire à travers un récit qui est vraiment, enfin, j'espère en tout cas, plein de surprises. Même si finalement, dans le fond, les sujets politiques qui sont présents à l'intérieur du récit n'intéressent pas le lecteur, je crois vraiment qu'il peut y trouver son compte simplement en se laissant porter par le souffle de l'aventure et le destin des personnages. Et il y a des personnages que j'adore dans ce livre et je pense que, a priori, n'importe qui a un cœur doit aimer ce livre normalement. Ça pourrait être comment faire pour avoir un personnage qui soit, quand on le dessine, qui soit pas raide et qui ait du poids, comme ça, qui soit un peu incarné en fait, qui soit pas juste une espèce de bout de bois. Alors quand on prend un personnage normal, on va dire un être humain, comme ça, on va dessiner un être humain avec les axes principaux de son corps. Hop, on va le faire très vite, hein, comme ça. Hop, voilà. On a un personnage. Alors on a ici l'axe de la tête. On va le dessiner en rouge pour que ce soit très très pédagogique. Alors aussi, on a l'axe des épaules et l'axe de la taille. Il y a 1000 manières de résoudre cette question de comment on fait un personnage vivant, etc., etc. Mais il y a vraiment un truc qui est très très utilisé dans l'animation, et surtout dans l'animation old school Disney, comme moi je l'ai appris quand j'étais jeune, mais qui continue de m'influencer beaucoup. En fait, c'est de ces axes-là, là, oh, je vais faire un truc trop pédagogique, attention, avec des crayons, bam. Et ben en fait, ce qu'il faut, ce qui marche très très bien, c'est d'alterner les axes. C'est-à-dire, on met un axe comme ça, et puis on met un autre axe contradictoire comme ça, et ensuite on met un autre axe contradictoire comme ça. Pam, 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 pam. Et ça crée de la dynamique du mouvement dans le mouvement et de la pose, et c'est caractéristique en fait des personnages, quand des êtres humains, mais pas que les êtres humains, les êtres vivants en général et les mammifères, quand ils prennent pied sur sol, en général, ça crée des changements d'axe à l'intérieur de leur corps pour se rééquilibrer. Et ce qui fait, alors quand on l'illustre, ça a tendance à, disons, alors c'est une manière un peu systématique, et bien sûr il y a d'autres manières de le faire, mais en tout cas de créer une sensation naturelle quand on voit le personnage. Alors si on prend notre personnage humain, on va dire qu'on va lui faire son axe de la tête comme ça. Je vais le faire comme ça. Je vais le détailler un tout petit peu plus. Donc il a son axe comme ça. Et bien l'axe des épaules ici, je vais le mettre dans l'autre sens. Et puis ici, l'axe de la taille, je vais le mettre dans l'autre sens ici. Donc ça c'est, je crois même que, j'espère que je vais pas dire une grosse ânerie, mais tant pis, je prends le risque. Une pose qui s'appelle le contrapposto dans l'histoire de l'art. Je crois que c'est par exemple, c'est la pose du David de Michel-Ange, je crois. Le problème c'est qu'on n'a pas son point d'appui. Bon, c'est pas grave, je vais le faire comme ça, mais il est un peu trop petit. Alors je vais le remonter un peu. Et vous regarderez, il y a plein dans plein de tableaux classiques et dans plein d'œuvres d'art et dans plein de sculptures, quand vous regardez la manière dont sont les axes épaules, bassin et l'axe des yeux, et bien très 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 fréquemment, il y a cette alternance comme ça. C'était super pédagogique, non? Non, c'était super bien. Vraiment, c'était super bien. Alors ça c'est difficile. Un conseil, le problème principal du croquis d'observation, en fait, c'est pas un problème de dessin, c'est un problème de concentration sur ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on a tendance, quand on dessine, et tout le monde fait ça, moi le premier, à dessiner en fonction de ce qu'on sait intellectuellement. C'est-à-dire, on sait qu'une voiture, par exemple, c'est un objet qui a cette forme-là avec des roues, et en fait on dessine non pas en fonction de ce qu'on voit, mais de ce qu'on sait intellectuellement de l'objet. Et on a tendance à faire ça aussi, pour quoi que ce soit qu'on observe, si je vous observe vous, si j'observe quelqu'un, je vais avoir tendance à penser à la connaissance intellectuelle que j'ai de qu'est-ce que c'est qu'une tête d'humain, qu'est-ce que c'est que des cheveux d'humain, au lieu de me concentrer sur ce que je vois. Et un des moyens pour se concentrer sur ce qu'on voit, ça peut être par exemple de momentanément en fait arrêter de regarder en 3 dimensions, fermer un œil pour essayer de regarder devant soi comme si ce qu'on avait devant soi c'était un objet plan. C'est-à-dire que tout à coup, là par exemple moi je regarde devant moi, qu'est-ce que je vois? Je vois un appareil photo posé sur un pied, mais juste à côté je vois un pot qui est posé derrière sur le plan d'une cuisine, ensuite je crois qu'il y a une balance, je crois que je suis pas sûr, ensuite il y a un objectif, mais tout ça est complètement plan, et ce qui fait que tout à coup je peux regarder
d'une manière non intellectuelle quelle est la distance entre ces différents objets les uns par rapport aux autres, quelles sont leurs proportions respectives. C'est-à-dire que je peux regarder le bord de la caméra et je peux constater que le bouchon qui se trouve à côté, en fait, il est exact, il a une distance de l'appareil photo qui correspond exactement à sa hauteur. Alors que si je le regarde en 3 dimensions, d'abord je le perds, et surtout je ne fais pas le lien entre les deux. Je vois un objet, j'en vois un autre, et j'arrive pas à les considérer comme des lignes. Alors qu'en fait, quand on fait du croquis d'observation, il faut qu'on regarde, qu'on essaie de trouver dans ce qu'on voit des lignes. Des lignes qui s'entrecroisent, qui sont parallèles, qui sont perpendiculaires, ou qui au contraire font un certain angle. Et un visage, c'est de la même manière, c'est la même chose. En fait, il ne faut pas dessiner un nez. Il faut dessiner des lignes, il faut voir où se trouve l'arête de la narine, ou comment est l'écartement des yeux par rapport au visage. Et vraiment, en fait, c'est se dégager des objets, de ce qu'on représente, mais essayer de voir des lignes. Voilà. Un truc à dire, mais moi je me suis bien amusé, j'étais très content d'être là déjà. C'est super, donc portez-vous bien. Les temps sont difficiles en ce moment, donc portez-vous bien, les amis. Et lisez mon livre, voyons. Et lisez moi, ah mais oui, non, c'est ça le truc qu'il faut dire. C'est pas du tout portez-vous bien, non. Portez-vous bien peut-être, mais achetez ce livre à tout prix. Non, portez-vous bien, surtout. C'est déjà tout pour cette vidéo, vous l'avez remarqué, on ne me voit pas beaucoup à l'écran, mais je pense que vous comprendrez pourquoi. Bah oui, on est en pleine période de confinement, enfin on n'était pas en confinement quand on a fait cette vidéo, mais bon, on a quand même pris nos précautions, j'étais loin de lui, on a respecté les gestes barrières, tout ça, donc je n'avais pas envie de risquer quoi que ce soit et de me mettre avec lui face caméra. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé, j'espère surtout que cette rencontre vous a plu autant qu'elle m'a plu, ça a été un moment mais vraiment trop bien et j'espère pouvoir accueillir de nouveau Cyril sur mes réseaux. N'oubliez pas bien sûr le concours sur Instagram, je vous mets en barre d'informations tout ce qu'il y a à savoir. Je vous attends là-bas. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, de bien dessiner et je vous dis à très vite. Allez, salut!